tout début des années 20, deux psychologues menèrent une expérience scientifique à l'éthique douteuse. Leur but était de créer une phobie chez un enfant de 9 mois. Ils laissèrent le bébé jouer avec un rat de laboratoire blanc, dont il n'avait au départ pas peur, mais à chaque fois qu'il touchait le rongeur, les chercheurs frappaient frénétiquement sur une barre en métal avec un marteau. Un bruit horrible vrillait alors les tympans délicats du tout petit. Au bout de quelques répétitions, le petit Albert associa le rat au vacarme effrayant et finit par être terrorisé par le sympathique animal, ainsi que par tous les autres objets blancs et poilus qui lui étaient présentés. Les chercheurs avaient, par conditionnement, créé une peur. Les salauds. Un siècle plus tard, on a beaucoup appris sur la peur et en particulier sur la façon de la maîtriser, ce qui est exactement ce que j'essaye de faire ici. J'aime bien l'escalade. C'est un sport très complet qu'on peut faire avec des potes, en extérieur, dans des endroits pas dégueux, et les gens qui le pratiquent sont généralement bien cool. Et puis, c'est un des rares trucs où je suis pas complètement puant, donc ça flatte mon ego surdimensionné, et ça, c'est chouette. Nickel donc, mais il y a un problème. Au début, ce sport fait peur. En salle, les cordes sont généralement déjà installées en haut des murs, et on est donc toujours plus ou moins pendu à ce système de poulies que l'on appelle la moulinette. Lors d'une chute, on ne tombe pas vraiment, on descend juste de quelques centimètres, l'équivalent de l'élasticité de la corde ajoutée au mou que laisse l'assureur. Rien d'effrayant donc, hormis éventuellement le vertige. Mais en falaise, où les cordes ne sont pas installées avant notre arrivée, c'est différent. On grimpe, on pose ses propres protections et dégaine, on clippe la corde dedans et on continue l'ascension. C'est comme placer des poulies à intervalles réguliers. Si on tombe alors qu'on est sous la dégaine, tout se passe comme dans le cas de la moulinette, mais si on tombe alors qu'on est au-dessus, on tombe de 2 fois notre distance à cette dégaine. Les dégaines sont espacées de 2 à 4 mètres sur les sites d'escalade sportive et on peut se retrouver rapidement à accumuler des air miles. Dans les années 60, deux psychologues américains voulurent savoir si la perception visuelle de la profondeur était une capacité innée ou acquise et ils firent, comme il se doit, des expériences sur les bébés. Grâce à ces études beaucoup plus éthiques que la précédente, ils découvrirent quelque chose de pas si étonnant que ça. Très tôt, au cours de la vie d'un humain, le cerveau décide qu'il n'est pas très fan du concept de se rétamer la gueule sur les cailloux tout en bas. Bref, ma cervelle ne fait pas exception, j'ai peur. Le vertige, je m'en fous, mais se prendre des plombs, ça me fout la trouille. Et ce qui est intriguant, c'est que, cette crainte est absurde. Les cordes sont spécialement faites pour amortir les impacts, les baudriers pourraient rattraper un morse en plein vol, chaque mousqueton est conçu pour pouvoir soulever une petite camionnette, et la personne qui m'assure en bas sait très bien ce qu'elle fait, en adoucissant chaque chute avec tact et savoir-faire. Ouais. Malgré une subtile différence de poids. Dans tous les cas, je risque moins en faisant ces chutes que dans le trajet en voiture pour venir en falaise. Et malgré tous ces raisonnements, j'ai peur, je me chie irrationnellement dessus. La méthode pour s'affranchir de la peur, qui ressort le plus dans les discussions avec d'autres grimpeurs confirmés, pourrait se résumer à « t'as qu'à te prendre quelques gros tirs et puis tu seras sevré, hein. Allez, salut !» Forcément, je me suis demandé s'il n'existait pas une autre méthode, plus douce, pour se débarrasser de cette appréhension, et ce que j'ai découvert est tellement intéressant et dépasse tellement le cadre de l'escalade que je me suis dit que ça mériterait bien un épisode tourné en falaise. Pour m'aider à répondre à cette question, le grimpeur Sébastien Boin est venu me montrer ce à quoi on peut s'attendre une fois qu'on est bien désensibilisé à la peur du vol. Moi je suis Sébastien Boin, grimpeur professionnel depuis quelques années. Donc voilà, mon métier c'est de parcourir le monde en fait pour réaliser les voies les plus belles et les plus dures possibles. Seb fait partie des 5 meilleurs grimpeurs de difficulté en falaise au monde en ce moment. En France, il est le seul à avoir un tel palmarès de voies d'extérieur difficiles. Et si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est parce qu'il ne fait pas de compétition et assez peu d'apparitions médiatiques. On ne le verra donc pas au prochain JO, car il est juste trop occupé à méthodiquement broyer les prises des lignes les plus dures du monde et à agrandir un Pokédex de voix déjà bien fourni. Allez, Seb, hein.
Il a réalisé plus de 60 voies entre le 9A et le 9B+, et si ça ne vous dit rien, Je peux l'expliquer vite fait, En fait, l'échelle de cotation en escalade, c'est composé de chiffres et de lettres. Le 4 est plus dur que le 3 et le 5 est plus dur que le 4, etc. Et à ça, on ajoute des lettres. Donc actuellement, la voie la plus dure du monde, c'est 9C. Donc la difficulté d'une voie au début c'est un peu subjectif, c'est-à-dire que c'est une personne qui va donner son avis. Moi je pense qu'elle est plus dure que celle-là, donc c'est 7C+, admettons. Et les autres répétiteurs qui vont venir derrière, ils vont dire mais moi je pense comme toi, non moi je pense pas, je pense que c'est un peu plus facile. Et avec la somme des répétitions, on arrive à ajuster à peu près cette difficulté. C'est un sport auto-arbitré et je trouve que c'est beau en fait un système qui s'auto-gère comme ça quoi. Pendant la journée qu'on a passée ensemble, il s'est échauffé sur un 7B, a fait quelques 7C+, pour rigoler, et a ensuite été randonné dans une 8C. Pour comprendre à quel point c'est un mutant, il faut savoir que la plupart des gens qui se débrouillent grimpent dans le 6, ceux qui commencent à être bons sont dans le 7, et les gens qui y passent leur vie, leur week-end et leurs vacances sont dans le 8A, 8B. La 8C sur laquelle il s'amusait est une voie sur laquelle des gens extrêmement forts passent des semaines ou des mois pour réussir à l'enchaîner. Mais tous ces accomplissements n'auraient jamais pu avoir lieu s'il tétanisait à chaque fois qu'il est au-dessus d'une dégaine. Quand je suis dans des gros projets, je m'en fous quoi, je peux sauter 4 dégaines, je suis prêt à mon truc quoi, je sais ce qui va se passer, je suis à 100% dedans et tout. Pour voir ce que ça donne en pratique, je lui ai demandé de se jeter dans le vide. Et il était un peu trop content de le faire. C'est vrai ? Ok, donc voilà l'objectif à atteindre. Réussir à se prendre des tirs de 10 mètres et sentir ses organes internes remonter dans son larynx, tout en gardant un gros sourire sur le visage. Une étude polonaise avait trouvé que le rythme cardiaque donnait une bonne mesure du stress lié à la chute en escalade, donc j'ai équipé Seb pour comparer ses battements en moulinette et en tête sur la même voie. Ouais, c'est frais, j'ai mis de l'eau dessus en fait, c'est pour que le contact se pose. Ouais. Ça, il faut que ce soit vraiment là, ici. Ok. Aucune différence visible à l'œil nu entre les deux courbes, exactement ce que l'on attend de quelqu'un complètement désensibilisé à la chute. Ce que je conseille aux gens, c'est de maîtriser le milieu. On va aller dans une voie qu'on connaît, sur des prises qu'on connaît, et puis petit à petit on va commencer à tomber, et après on va changer de voie, on va aller dans quelque chose qu'on connaît moins, etc. Et c'est toujours pareil, c'est faire du progressif. Dans le cas d'un événement stressant, une cascade de phénomènes se produit dans le cerveau. L'information qui vient des sens finit par passer par les deux noyaux de l'amygdale. Ces deux zones travaillent ensemble à intégrer les informations sensorielles et à en sortir des émotions en quelques dizaines de millisecondes. Prenons un exemple. Voilà, le petit son que vous avez entendu a été émis au moment où votre amygdale s'est allumée et a décidé que c'était flippant. On la comprend. Dans la foulée, le noyau central de cette amygdale, au cœur de votre cerveau, a émis de l'adrénaline et a préparé votre corps à une réponse à cette menace. Augmentation de votre rythme cardiaque et respiratoire, dilatation de vos vaisseaux sanguins et ainsi de suite, pour vous permettre de courir ou de vous battre, fight or flight. Dans mon cas, fight or fly, du coup. tu l'as ? Non, c'est une blague parce que, en fait, fly et fight. Ouais. Bon, voilà, en très simplifié, ce qui se passe lors d'un événement flippant. Bien sûr, tout est beaucoup plus complexe en réalité. Il pourrait exister en fait plusieurs routes pour stimuler l'amygdale, et même si elle est centrale dans la gestion de la peur, elle n'est probablement pas la seule partie du cerveau qui décide de ce qui est effrayant ou non. Pour expliquer ce que je veux dire, prenons un grimpeur téméraire comme Alex Honnold. Il a connu une popularité internationale grâce au documentaire Free Solo, dans lequel il monte une paroi de plus de 900 mètres de haut sans aucune forme d'assurage. Avec ce documentaire, de nombreuses personnes se sont demandé si tout allait bien dans le câblage interne de ce sympathique grimpeur un peu trop tranquille pour être tout à fait humain. Et évidemment, on s'est rapidement tourné du côté de son amygdale. L'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle permet de voir quelles zones du cerveau sont le plus irriguées en temps réel, ce qui donne une carte en 3D des zones qui s'activent à chaque instant. En comparant l'activité cérébrale d'Alex avec celle d'un autre grimpeur face à des images censées être flippantes, les chercheurs ont constaté que ces amygdales, plus petites que la moyenne, ne s'activaient pas autant. Cet exemple semble appuyer l'importance de l'amygdale dans la peur, mais ce n'est pas si simple. En fait, Alex Honnold ressent la trouille. Il en parle d'ailleurs extensivement dans certaines interviews. So obviously if something happens, then like you get
you know, that spike of fear or spike of adrenaline. And then sometimes I can find it somewhat hard to recover from something like that. Or like if a foot slips or if something, or even if you just suddenly realize that you're botching the sequence or something, you might get that jolt of fear or something where you're like, oh God. You know, and then sometimes it's hard to recover from that. You have to be disciplined about like some deep breaths and like that is now behind me and I am moving forward and whatever. But I haven't experienced that much anymore, and I think that partially because that's something you build up to, you know. Il y a donc plus qu'une amygdale peu sensible dans l'histoire. Il a également passé d'innombrables heures à des centaines de mètres de haut sur des parois, seul, à apprendre à gérer ses peurs, et ce depuis très jeune. Cette patience, cette concentration et ce travail quotidien dans des conditions qui nous feraient tous avoir des syncopes sont une part très importante dans sa capacité à faire du free solo. Bref, le cerveau c'est complexe, et si je fais cette digression, c'est juste pour vous rappeler qu'il faut éviter de tout simplifier en parlant de la peur comme un pur produit mécanique d'une seule partie de cet organe. Bon, et aussi parce que je ne pouvais pas ne pas parler d'Alex Honnold dans un épisode sur la peur, il est incroyable ce mec. Je t'aime. Ok, donc une partie des peurs semble innée, car des travaux ont montré que les bébés ont des réactions fight or flight devant les photos de serpents et d'araignées, et c'est probablement le cas aussi pour la peur de la chute. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'il existe tout un système d'apprentissage de la peur, comme le petit Albert a malheureusement pu en faire l'expérience. Faire apparaître une peur est facile. Il suffit d'associer ce qu'on veut à un stimulus très désagréable, comme un choc électrique. Vous voulez sentir des suées en pensant à une forme géométrique, à des animaux ou à un accord de musique médiévale innocent ? Qu'à cela ne tienne, asseyez-vous pour la séance diapo la plus étrange de votre vie et mettez-vous des grosses décharges à chaque fois que ces objets apparaissent. Au bout de quelques répétitions, le simple fait de voir l'image augmentera votre rythme cardiaque, la conductivité électrique de votre peau et la taille de vos pupilles. Vous aurez développé une peur automatique de ces objets. Grâce à la plasticité de l'amygdale, il est en fait possible d'être flippé par n'importe quoi, et créer des peurs en laboratoire, notamment sur des animaux, a été un outil important de la recherche en psychologie car elle permet de l'étudier expérimentalement et donc de la manipuler. En effet, et heureusement, tout ceci marche aussi dans l'autre sens grâce à ce qu'on appelle le déconditionnement. Et c'est ce déconditionnement que j'allais essayer d'appliquer à mon propre cerveau. Pour que la démarche soit la plus solide possible, j'ai demandé conseil à Jérôme Palazzolo, médecin psychiatre spécialiste, entre autres, du traitement des phobies. Il faut faire la différence déjà entre une peur normale et une peur pathologique. La peur, l'anxiété, c'est une émotion normale qui vise à nous préserver. On va parler de phobie à partir du moment où la peur va devenir irraisonnée et désadaptée à la situation. La peur de se prendre un plomb n'est pas à proprement parler une phobie, mais la méthode qui est utilisée pour les guérir peut servir pour résoudre mon problème. Alors, je suis spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale, donc ce qu'on appelle les TCC, qui sont des thérapies brèves dans lesquelles on fait participer le patient. D'ailleurs, si vous souffrez d'une vraie anxiété ou d'une phobie comme le vertige, les requins, les trous, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel spécialiste des TCC. Aujourd'hui, cette méthode est considérée comme la référence pour le traitement des phobies, et des études approfondies effectuées en IRM fonctionnel montrent qu'après le traitement, l'amygdale s'active effectivement beaucoup moins après un contact avec l'objet stressant. Donc si ça marche pour des trucs extrêmement flippants, ça devrait bien fonctionner pour la petite trouille de se prendre des tirs en falaise. Dans un premier temps, on va proposer à la personne un travail sur tout ce qui va concerner la relaxation, de lui permettre de mieux gérer ses émotions, de mieux gérer l'anxiété. Pour ça, Jérôme propose à ses patients des techniques de respiration pour se détendre. Dans un deuxième temps, il travaille avec le patient pour mettre en évidence les pensées qui apparaissent automatiquement lors d'une situation de stress et qui aggravent l'anxiété. Dans une deuxième étape, on va amener la personne à travailler sur ce qu'on appelle des pensées alternatives. On remplace « je vais tamponner le sol si fort que mes chevilles vont me chatouiller l'œsophage » par une autre pensée, comme « haha, mais non, il y a une corde solide, petit gourgandin va ». Constatez comme c'est efficace pour moi. C'est quand même le plus simple de sauter. J'ai peur. Et le médecin, il a dit, il faut pas se faire peur. Un peu. C'est un docteur qui le dit. Mais la partie la plus intéressante, dans mon cas, était le troisième volet de la thérapie. On va travailler aussi dans l'aspect comportemental avec ce qu'on appelle des expositions in vivo. C'est-à-dire qu'on va proposer à la personne de s'exposer à la situation qui lui pose problème, mais de manière hiérarchique. La première situation, il va falloir qu'elle la fasse, qu'elle la refasse,
Et une fois que celle-là ne pose plus problème, on va passer à la numéro 2. Dans le cas d'une phobie aux teintures de cheveux de youtubeurs, par exemple, on exposera d'abord le patient à un dessin, puis un dessin en couleur, puis une peluche réaliste, puis une vidéo du youtubeur avec sa teinture de cheveux. Ils sont riches et ils aiment le montrer. Donc, en sachant tout ça, il ne restait plus qu'à aller en falaise. Ah bah c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Le protocole était donc le suivant. J'allais choisir une voie plutôt facile, dans un endroit que je connais bien, la grimper tranquillou, aller jusqu'à une dégaine, monter un peu et me lâcher. J'allais garder la même distance tant que je ne serais pas complètement à l'aise, l'idée étant d'augmenter progressivement la distance à cette dégaine pour agrandir la chute. Après chaque vol, on décrit ce qu'on ressent et le niveau de trouille auquel on est, et on regarde si ça évolue avec les répétitions. J'aime pas ça. Pour voir, j'avais équipé le cardio-fréquencemètre. L'idée était de mesurer objectivement l'intensité des grosses suées que j'allais me taper. Ah oui, je suis à 100 quand même. J'ai fait tout ça 2 fois, séparés par 6 mois d'intervalle pour voir s'il y aurait des progrès. Et surtout, c'est 2 personnes dans lesquelles j'avais une entière confiance qui allaient m'assurer. La première fois, c'était Cola, mon frère, et accessoirement youtubeur extrêmement drôle et talentueux. Allez dévorer toutes ces vidéos et vous revenez après, hein. Non mais vraiment, c'est fou d'être doué comme ça. Là, je pourrais faire une blague sur le coronavirus. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une chauve-souris. Et dans l'autre, c'est Anna, une amie et grimpeuse de longue date. Bref, j'étais entre de bonnes mains, et ce qui est ouf, c'est de constater à quel point ça marche. Bah du coup, tu veux que je m'assoie? Vas-y. Je suis bien. J'ai confiance dans mon équipement. Le tout premier vol partait de genre 10 cm au-dessus de la dégaine. Géronimo! Ça n'empêche que mon cœur il est un peu monté là. L'essentiel de la chute est donc dû à l'élasticité de la corde et au mou de l'assurage, donc vraiment le minimum possible quoi. 50 cm au-dessus? Et ben malgré tout... Toujours aussi peu confiant à l'idée de tomber. Mais je le fais. Comme l'a dit Jérôme, le secret de la désensibilisation est dans la répétition et la récompense. Si je fais quelque chose et je vois que j'arrive à terme, eh ben, je vais avoir un renforcement positif et ça va me stimuler pour continuer dans cette voie. Ouah ! À chacun de mes vols, j'étais récompensé par le fait d'être encore en vie, déjà, et par un rush de dopamine plutôt agréable. C'est la libération de la dopamine qui provoque un petit rush de plaisir par les neurones de l'aire tegmentaire ventrale qui dit à l'amygdale « Ah, ok, en fait, pas de raison d'avoir peur ici, fausse alerte ». Évidemment, tout ne se joue pas uniquement entre les 2 parties du cerveau, encore une fois, ce n'est pas une mécanique si simple. Je sais pas, il y a eu 5 vols, un truc comme ça, et au bout de 5 vols, j'étais déjà un peu serein quoi. Un peu, pas non plus complètement serein. Donc effectivement, l'habituation, ça marche pas mal. En répétant l'expérience une quinzaine de fois seulement, on arrivait toujours à des vols de 7 à 8 mètres à la fin. Là, avec l'angle, on se rend pas bien compte, hein. Oui, tout de suite forcément. Mais en vrai, c'était impressionnant et tout. Hein. Ça faisait peur. Ah, j'avais peur. Ouais. Le truc le plus fascinant dans tout ça, c'est que cette méthode permet d'arriver à de telles chutes sans frayeur particulière. Au contraire, en fait. En y allant petit à petit, on ne fait qu'étendre progressivement sa zone de confort et on apprivoise une appréhension dans le plus grand des calmes. Bon, ok, presque, j'en fais peut-être un tout petit peu trop. Si vous êtes intéressé par l'escalade et que vous voulez le protocole exact, un autre vidéaste a fait une vidéo très détaillée, en anglais. On se rejoint sur la plupart des trucs, mais en résumé très succinct... Voilà, la puissance de la désensibilisation. Mais cette méthode a un léger problème. Elle nous demande d'affronter de nombreuses fois l'événement stressant, et dans le cas des phobies ou des troubles de stress post-traumatiques, cela peut mener à un abandon de la thérapie par le patient. Cependant, des méthodes récentes permettent de désapprendre une peur sans même que l'on en soit conscient. Et je vais m'attarder 2 secondes sur une étude qui est parue il y a peu de temps, parce qu'elle est incroyable. Rappelez-vous que grâce à l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, les chercheurs peuvent voir quelles zones du cerveau s'activent, et cette technologie permet de voir l'effet de certaines pensées, notamment des phobies. Dans la fameuse étude, une équipe de chercheurs d'un laboratoire japonais a réussi à voir ces différentes peurs chez plusieurs personnes, à en faire un modèle type grâce à un algorithme de machine learning. Ils ont ensuite cherché des personnes atteintes de phobie, les ont faites s'installer dans la machine et leur ont juste donné la consigne suivante: plus le cercle qui s'affiche à l'écran est gros, plus tu gagnes d'argent, bonne chance.
La personne passait un petit moment devant l'écran sans savoir comment contrôler la taille du cercle et sans rien voir d'autre que ce cercle. Pendant ce temps, un algorithme lisait en temps réel le cerveau de la personne et lorsque les zones liées à sa peur s'allumaient, spontanément et sans forcément qu'elle en ait conscience d'ailleurs, le cercle grossissait instantanément à l'écran en donnant en quelque sorte une récompense à la personne. Voilà, donc pour résumer, un algorithme récompense automatiquement une personne d'avoir des pensées inconscientes liées à sa phobie sans qu'elle ne sache ce qui se passe, ni les expérimentateurs d'ailleurs. Une vraie étude en double aveugle. Après quelques séances étranges de ce type, les cobayes étaient confrontés à leur peur, et là, la réaction de phobie était bien moindre. L'amygdale était moins activée, et globalement, l'effet était, selon l'étude, comparable à ce qu'on obtient avec une thérapie par exposition. Sauf que la personne n'a fait que regarder un cercle qui grossit. Cette méthode, qui s'inscrit dans le renouveau scientifique du neurofeedback, et dont on parlera plus en détail un autre jour, ressemble fortement à une reprogrammation inconsciente du cerveau, et est, à ce titre, assez perturbante. En fait, la simple idée que cette technologie se développe dans le futur et qu'il devienne possible de supprimer telle ou telle sensation du quotidien d'un geste permet de se rendre compte de ce qu'il y a de précieux dans nos émotions, même désagréables. Et en pratique, ne pas avoir peur est vraiment dangereux. C'est ce qui permet de rester en vie en fait. Combien de grimpeurs de haut niveau se sont écrasés au sol parce qu'ils n'ont pas fini leur nœud de 8 ? Ils n'avaient pas peur, hein, c'est juste ils n'ont pas mis en place des routines qui ont permis d'éviter l'accident. Pour le coup, moi j'ai plus peur de pas checker mon nœud de 8 que prendre 20 mètres de vol dans du dévers, quoi. Le géographe Jared Diamond, une superstar intellectuelle aux très nombreux livres à grand succès et connu pour ses travaux en histoire environnementale, s'est illustré un jour en écrivant pour le New York Times un article qui traite du danger des salles de bain. Selon lui, il est important que les personnes âgées soient vigilantes dans leur salle de bain parce que les statistiques sont formelles. En admettant une chance sur 1000 de glisser et de se blesser, en 3 ans de douche, la probabilité de se manger un rebord de baignoire est supérieure à 1. Même avec une probabilité plus faible de tomber, le risque reste élevé car on prend des douches tous les jours et fatalement un matin finira par être celui du backflip carrelage. Les chutes sont effectivement une cause majeure de problèmes de santé graves chez les personnes âgées et c'est pourquoi Jared Diamond milite pour ce qu'il appelle une paranoïa constructive, la peur des dangers quotidiens. Nous sommes généralement nuls à percevoir les dangers dignes d'inquiétude. Les serpents, les accidents d'avion ou les éclairs produisent des peurs sans mesure avec la probabilité qu'ils nous tuent. Notre cerveau du paléolithique a parfois du mal à comprendre ce qui mérite d'être effrayant ou non, là où nous sommes en fait en sécurité et là où nous devrions être paranoïaques, et c'est à nous de rationaliser a posteriori. Et s'il est important de faire disparaître des peurs qui nous pourrissent la vie, et je vous encourage à le faire avec des professionnels si c'est votre cas, il ne l'est pas moins de réfléchir posément à ce qui mérite réellement notre méfiance quotidienne. En d'autres termes, il est important d'apprendre à avoir peur de presque tout ce qui peut vraiment nous faire du mal. Voilà, on va dire que ça c'est la chute. La chute. Voilà. Allez, ça part. Vas-y. Je sens troué, paroi chaude, je me suis brûlé les pieds quoi. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez aimé ce petit projet autant que j'ai kiffé me faire peur. Rappelez-vous de faire appel à des professionnels si jamais des phobies vous pourrissent la vie, et TCC ça marche vraiment. N'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Seb sur YouTube, il y met ses grosses réalisations et des jolis projets bien filmés, franchement c'est cool même si l'escalade c'est pas votre passion. Et maintenant, c'est le moment du sponsor, parce que c'est grâce à leur moula que je peux financer des projets de ce type. Donc cet épisode est financé par NordVPN, un service qui vous permet, entre autres, d'avoir accès au contenu internet bloqué dans votre pays. Si votre site de streaming de drama indonésien favori est bloqué dans le Poitou-Charentes, c'est pas grave, vous n'avez qu'à profiter de la promotion sur l'abonnement de 2 ans en allant sur nordvpn.com/dirtybiology, mettre le code dirtybiology et hop, vous aurez un mois offert. Un mois de drama indonésien. Vous pourrez toujours changer d'avis grâce à leur politique satisfait aux garanties sous 30 jours, et d'ailleurs, l'intérêt du service réside dans sa simplicité, il suffit de cliquer sur un bouton et paf, ça ouvre les portes de l'intertube mondial. Ça marche aussi sur 6 dispositifs en même temps, si jamais vous voulez regarder tout ça sur votre réfrigérateur connecté, j'en sais rien. Mais bref, voilà, nordvpn.com/dirtybiology pour la promotion, et je vous abandonne ici, et je vous dis à la prochaine pour des épisodes tournés dans une expédition qui a eu lieu dans une contrée lointaine, très lointaine et plutôt très stylée. Les prochains mois vont être tropicaux sur Dirty Biology, ça au moins c'est certain. Portez-vous bien, à toutes.